Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle sur les divers sujets qu'on a abordés? La première question est toujours la plus difficile. Question, monsieur? Bonsoir, Laurent Hanou. Est-ce que vous utilisez la notion de coût de recrutement? Est-ce que vous mesurez de façon un peu classique par analogie avec le web marketing traditionnel, le coût d'acquisition d'une adresse ou d'un ami et sa transformation éventuelle en client derrière sur de la vente en ligne? Tout le monde. Je commence. Si c'est possible, oui. On mesure le coût d'acquisition ami, ça c'est sûr. Et en fonction des clients, on peut aller plus ou moins loin dans la chaîne. Mais déjà, entre un ami et un client, c'est pas forcément la même chose. Et donc, il y a toute une partie, à notre sens, du social media qui doit partir de la base CRM et qui doit s'appuyer sur les fichiers clients, sur les bases, pour voir comment on peut faire rayonner ces clients sur social media, ce qui nous permet de garantir qu'on parle à des clients. Oui, enfin, effectivement, ça dépend des cas. C'est-à-dire que soit on est dans une logique de e-commerce, et auquel cas, l'avantage, c'est que tout est mesuré tout le temps. Soit on est dans des cas beaucoup plus complexes. Malakoff Médéric, mesurer le ROI, c'est quand même juste mission impossible par rapport à la nature du contrat passé par l'entreprise, dont on ne sort qu'une fois par an, etc. Donc, il n'y a pas de martingale absolue. Mais je voulais profiter, moi, de cette question pour souligner un point qui me semble très important aussi et qu'on sous-estime, me semble-t-il, un tout petit peu encore aujourd'hui, qui est la manière dont le social media va devenir le média d'accompagnement naturel du grand média. Pour moi, l'annonce qu'a fait TF1 la semaine dernière lors de son campus innovation, qui est pour la première fois, il lance en France un jeu play along, je ne sais pas si vous avez vu ça, un jeu play along, c'est-à-dire où le joueur, l'internaute, va pouvoir sur son ordinateur, sur son iPad ou sur son iPhone jouer en temps réel, en même temps que le joueur dans le téléviseur, ouvre pour moi une perspective nouvelle, indépendamment de la télé connectée telle qu'on la suppose et qui va mettre quand même quelques années avant d'arriver. Donc je dis ça parce que ça a quand même une incidence sur votre question qui va être la nouvelle manière de mesurer et qui va être extrêmement intéressante, voire dévastatrice, la capacité que vous avez de garder les gens entre le moment où vous avez le premier contact, par la pub ou le sponsoring, dans les BNP Roland-Garros par exemple, et le fait qu'en même temps, vous continuez l'expérience un peu telle qu'on le rêvait dans les années 2000, c'est-à-dire, mais ça n'arrivait pas parce que le haut débit n'était pas là, l'audience n'était pas là, mais on rêvait de cette continuité de la relation entre le moment où j'interpelle et le moment où je transforme, voire où j'achète en ligne. Et je pense qu'on va, pour la première fois, mesurer du vrai retour de chacune des étapes, parce qu'on va être vraiment dans un cas de figure relativement pur entre la même personne qui a été soumise à un spot télé, par exemple, au moment de la coupure du football ou du rugby, et la continuation de l'aventure, et à quel moment on le perd, etc. Donc des choses évidemment que les sites de e-commerce maîtrisent parfaitement sur l'aval, mais sur lesquelles ils ont un peu de mal à faire le lien sur l'amont, parce qu'il y a des tas de paramètres qu'on n'arrive pas trop à mesurer quand on fait en plus, je ne sais pas si on est 3 Suisses ou la Redoute, quand on fait la télé ou l'affichage, on a quand même un peu de mal à lire précisément les effets qu'on peut avoir sur le commerce. Là, on va se trouver avec des modes de lecture possibles, de l'effet très directement lié à la nature du spot, mais même à la nature du message, puisque je vais pouvoir potentiellement envoyer des messages différents à des gens, des messages complémentaires, différents à des gens différents, en même temps qu'ils regardent éventuellement le même programme. Donc je pense que cette révolution-là est très très intéressante, y compris sur les mesures de ROI, mais là j'empiète un peu sur le sujet d'après, auquel je ne suis pas invité. Moi je suis moins familier du on, du off, de la pub télé et tout ça. Mais en ce qui concerne le tracking et de la conversion, pour moi, il y a un point qui me semble aussi important, c'est je ne sais pas quand les marques vont pouvoir vérifier qu'un fan sur Facebook achète sur Amazon, mais en tout cas, Facebook va pouvoir. Et ça pose plein de questions par rapport à qui possède les datas sur Internet et qui traque qui. Et nous, dans la démarche client, on est autant sur une démarche d'enthousiasme que de vigilance. Autre question? Monsieur? Merci. Bonsoir, je suis Laurent. On parle tous de Facebook. Le bouton Send arrive, le bouton Like, c'est le pas vous, oui.
Le bouton like, c'est l'objectif de tous les annonceurs. Que pensez-vous du +1 de Google? Merci de la question. Le +1 de Google, c'est la tentative depuis presque 2 ans de Google d'influencer l'algorithme de son moteur avec des signaux user et sociaux. Donc on va voir ce que ça donne là-dessus par rapport à l'initiative, la stratégie social media de Google. J'en sais rien pour l'instant. Ce que je vois, c'est qu'il y a 2 internets. Il y a l'internet de Google, l'internet de Facebook. Pour moi, ça va être de plus en plus imperméable. Ils n'ont aucune raison de se parler. Et les marques vont devoir apprendre à gérer comment elles évoluent dans l'un et comment elles vont évoluer dans l'autre. Donc +1, on va voir, mais c'est pas lié à Facebook. On va voir comment ça gère le SEO, quoi. Moi, je rebondirai. Je ne ferai pas de pronostic sur le succès du +1 de Google, mais on peut voter dans la salle ou faire l'appel à un ami. Mais moi, je ne dirais pas qu'il y a 2 internets, je dirais même qu'il y en a un 3e, parce que je pense qu'on sous-estime l'internet des applications. Alors évidemment, je suis peut-être un peu payé pour ça, parce que Apple a été pour beaucoup dans la promotion de la logique des apps. Mais au fond, quand on regarde comment sont consommées les apps, c'est du service. Et je pense que ce service va être de plus en plus socialisé. Donc il est encore relativement peu, parce que ça existe, hein, des apps qui se connectent, etc. Mais c'est encore relativement minime. Demain, quand on va croiser la logique des apps avec la socialisation, qui existe déjà partiellement, et la géolocalisation, qui existe déjà mais qu'on n'utilise pas beaucoup, en particulier en France, enfin, qu'on utilise plus aux États-Unis qu'en France, disons, ou en Asie, là, on se retrouve avec quand même des objets un peu plus hybrides qui alors sortent clairement du monde de Google. Hein. C'est pas révéler un secret que de dire qu'à un moment donné, les applis sont quand même un des moyens de court-circuiter des habitudes qu'on a de passer par Google sur des services usuels. Hein. Donc ça, c'est incontestable. Mais même qui redonnent potentiellement aux réseaux sociaux type Facebook une position un peu différente, en particulier sur la possession des données. Alors après, on peut dire Apple possède aussi des choses, et en particulier possède la caisse enregistreuse, mais sur la donnée même, je pense qu'il y a un potentiel de court-circuiter le système par les apps mobiles, pour simplifier, et donc de se retrouver propriétaire, enfin davantage propriétaire de ces données que si on applique mécaniquement du Facebook Connect, où après on ne sait plus très bien comment on va retrouver l'information. Donc ça ne répond pas à votre question, mais je voulais glisser un mot sur les apps. D'autres questions dans la salle? La géolocalisation, justement, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui, en matière de publicité, va monter en puissance. Comment vous voyez l'évolution? Nous, on parle de géoréputation. Et ce qui nous intéresse, c'est la réputation des marques à proximité des points de vente et la réputation des points de vente à leur proximité. Et c'est du social, c'est de la géo, c'est pas structuré. Je ne sais pas référencer 150 points de vente d'un coup comme ça avec un outil. Je ne sais pas lire la réputation des marques à proximité de cet outil sans m'y déplacer. Pour l'instant, il n'y a rien de structuré. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette histoire-là. Donc tout ce qui est géoréputation et son opposé, qu'on appelle géosquatting, qui est donc le fait de profiter de l'emplacement de quelqu'un d'autre pour diffuser son propre message. Et pour nous, c'est une tendance de fond de ce qui se passe dans le commerce. Et une conséquence directe qui est l'arrivée du e-commerce dans les magasins et la possibilité pour les sites marchands online de venir parasiter complètement les ventes des magasins avec un phénomène un peu bizarre où avant on se disait ah là là on fait de la vitrine online mais finalement on va acheter dans le magasin physique parce qu'on le connaît, parce qu'il est pas loin, parce que le produit est disponible, et avec je pense un phénomène inverse qui va se produire où le magasin physique va servir de vitrine meurtrie à un achat qui se fera online à la minute sur un mobile. Et voilà, enfin pour moi les enjeux de la géolocalisation, il y en a plein, mais celui qui nous intéresse c'est la géoréputation. Moi, je pense, enfin, je suis assez d'accord sur les risques. Il y a toujours, comme toujours hein, sur Internet, ce qui est fun, c'est qu'il y a l'opportunité et le risque. Ce que je crois, c'est que la France, en ce moment, est un peu en retard sur le marketing mobile
qui est la phase précédente de géolocalisation. Donc je pense qu'on est en train d'accumuler par rapport à des expériences qui sont faites ailleurs. Alors pour les multinationales, ce n'est pas un problème, elles font des expériences dans d'autres pays et puis elles les étendront quand ce sera mûr. Mais je trouve que globalement, le marché français commence à comprendre un peu Internet et les réseaux sociaux, mais ne comprend pas beaucoup le mobile, et j'allais dire quasiment pas la géolocalisation, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'expérimentation. Or, quand on regarde pour le coup d'autres marchés plus évolués, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes qui se passent et qui peuvent même constituer des barrières, j'allais dire, au risque de squat, entre guillemets, de son appli par un concurrent. Donc c'est vrai qu'il y a ShopSavvy qui fait peur. Hop, je scanne et on me dit que c'est moins cher à 500 mètres. Je reprends ma voiture, je vais acheter à 500 mètres. Donc ça fait un peu peur. Mais à l'inverse, il y a des initiatives qui sont, j'allais dire, beaucoup plus structurantes et fidélisantes. Donc je ne sais pas si par exemple certains d'entre vous connaissent MyTown. Il y a quand même 3,5 millions de personnes aux États-Unis. Donc c'était présenté à NetExplorateur, c'était un des vainqueurs de NetExplorateur cette année. Là. Il y a 3,5 millions de personnes qui passent en moyenne, je ne sais plus, près d'1 heure par jour sur MyTown, qui est jamais qu'un Foursquare où on vous rémunère en coupons pour simplifier. Donc le principe, c'est une sorte de monopoly dans la ville, esprit Foursquare, sauf que vous pouvez être le premier à acheter un espace. Par exemple ici, je pourrais tout de suite être le premier à avoir la cantine à Paris. Et du coup, toute personne qui va se géolocaliser va m'amener des points en même temps qu'elle en gagne. Donc c'est l'esprit Mailleur, mais qui récompense le premier, un peu comme quand on tombe sur les terrains au Monopoly, on touche des royalties, vous savez. Mais donc ça, c'est le début du jeu, c'est la partie ludique. Mais la partie intéressante, c'est évidemment le couponing qui est fait derrière, donc la capacité de proposer, en connaissant bien les clients, des offres adaptées, mais qui peut aller jusqu'à une localisation dans un magasin. C'est-à-dire vous pouvez être disons dans un Carrefour, pour prendre une analogie ici, ou dans un Target là-bas, où vous voulez. Et si vous êtes un père de famille, ou une mère de famille, disons, prenons un père de famille en train d'acheter des couches-culottes, je vais pouvoir le savoir, parce que je vais vouloir être, entre guillemets, propriétaire du rayon couche-culotte de Carrefour, et on va m'envoyer éventuellement de la stimulation pour avoir une réduction sur un produit que je n'avais peut-être pas prévu d'acheter, complémentaire pour les bébés. Donc c'est ça les nouveaux systèmes de géolocalisation qui du coup créent de la fidélisation, donc sont des barrières potentielles à ce qui est naturel, c'est-à-dire le ShopSavvy ou ce qui existe déjà. Il y a quand même plein de gens qui vont à la FNAC pour acheter ensuite sur Internet. Donc là-dessus, ça n'est qu'une accélération d'un phénomène existant, quoi. Nous, la géolocalisation, on l'aborde sous 2 angles. Le premier, c'est le jeu, tout simplement, qu'on voit beaucoup. Et le second, c'est la partie trade marketing. Parce que la géologue, c'est très intéressant pour des retailers, mais nous, on ne l'est pas. On ne maîtrise pas notre canal de distribution. Et on vend dans la grande distrib, qui est évidemment très, très intégrée, mais aussi dans tout le hors domicile, donc c'est-à-dire des petits bars et aussi des chaînes de restaurants. Mais quand on commence à réfléchir à des opérations de géologue avec, sur le hors domicile, tout ce qui est CHR, vente à emporter, qui est un gros business, ça devient très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que les gens soient éduqués. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre kebab pour acheter un oasis, il faut que le patron du kebab, il sache ce que c'est et il puisse passer votre coupon. Donc c'est quand même assez complexe pour des marques de grande conso comme nous qui ne sont pas forcément présentes que dans des chaînés ou des circuits très intégrés. Donc on y réfléchit pas mal. Évidemment, les clients nous attendent pas mal là-dessus aussi, surtout quand ils connaissent le succès d'Oasis. Donc ils attendent beaucoup aussi de marques comme nous qui ont eu un succès sur le web. Donc il y a une vraie attente. Après, la mise en place est loin d'être facile, hein. Ça demande un vrai travail d'éducation au niveau du terrain. Du matériel aussi au niveau du terrain, donc on y croit pas mal, on y réfléchit, mais ça va pas. Enfin, le jeu est facile aujourd'hui, mais la transformation en business n'est pas si évidente que ça, et ça reste quand même assez petit aujourd'hui. Nouvel appel à des questions dans la salle. Monsieur. Jean-Pierre Gouécart, bonjour. Quelle différence vous constatez entre les marchés français en termes de tendance, usage, comportement? Vous en avez listé quelques-uns déjà. Et d'autres marchés qui pourraient être soit européens, où il y a certaines similitudes, les États-Unis. Enfin, quelle grande tendance d'usage? Nous,
nous, on est 100% français, on travaille que pour la France, donc c'est un petit peu difficile de répondre en dehors des veilles de tendance. Je ne sais pas si vous travaillez international. C'est une très grosse question. Moi, je séparais vraiment un tout petit peu la France du reste du monde, même si on pourrait dire que c'est Europe continentale contre monde anglo-saxon en général. Mais je trouve quand même que la France a une tendance à être en retard sur l'idée même d'expérimenter, de prendre des risques, de se planter, etc., quoi. Donc je pense qu'il y a une peur spécifiquement française. Alors est-ce que c'est l'ambiance générale qui manque de confiance, tout ce qu'on veut, mais il y a une peur spécifiquement française d'investir dans les nouvelles technologies, alors qui est quand même, enfin, dans Internet et dans l'innovation en général. Alors, en même temps, c'est un peu fondé parce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a toujours des risques. Enfin, dans la vie, il y a toujours des risques. On peut traverser la rue et avoir un problème. Mais il y a quand même une posture française qui ne va pas dans le sens de expérimentons quitte à se planter parce qu'on veut le succès absolu, donc on copie le truc qu'a fait le voisin alors que ce n'est pas du tout adapté, etc. Donc je pense que la posture mentale quand même, en général, je ne veux pas trop généraliser parce qu'il y a plein de nos clients sont tous géniaux, donc ils n'ont pas ce problème-là, mais les clients des autres sont éventuellement ce problème-là. Donc sur la posture, donc moi je dis à un moment donné, il faut quand même absolument oser mettre 10%, 15%, 20% pour apprendre, parce que le digital est tellement central que c'est une mauvaise économie que de continuer l'ancien système sans vouloir apprendre le nouveau. Donc ça je trouve, c'est culturel, donc ça ne répond pas à votre question technique, mais ça pose un sujet culturel. Puis après, sur ce qu'on peut voir dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression, mais là encore je ne connais pas tout, mais que les Américains aujourd'hui ont intégré, alors c'est lié aussi aux modes de consommation qui ne sont pas les mêmes, aux modes de distribution qui ne sont pas les mêmes, mais ont intégré un facteur business beaucoup plus lourd dans ce qui est fait globalement sur ces opérations et surtout sont partis à fond dans le marketing mobile, alors que j'ai l'impression que nous on est encore un peu frileux, quoi. Donc pour les expériences marketing mobile, elles sont soit en Asie, parce que comme ils ont la technique avant, ils ont fait plein de choses étonnantes, donc là c'est quand même d'eux qui viennent les QR codes et tout ça, enfin tout un système d'usage du mobile, c'est chez eux que viendra le paiement. Je pense que les premiers pays qui paieront vraiment par mobile sont peut-être plutôt là-bas qu'ici. Donc c'est clair que l'Asie est la zone d'expérimentation et je dirais que les États-Unis sont la zone d'industrialisation. Donc moi j'ai l'impression que faire de la veille aux États-Unis, c'est pas un mauvais investissement globalement, quoi. Côté vidéo, en fait, on a vu deux choses quand on a racheté le site en Chine qui s'appelle tianjin.com. Un, on n'a pas changé le nom, on l'a pas appelé Viadeo, on l'a laissé tianjin.com. Et deux, c'est en mandarin. Donc on n'a pas bouleversé pour l'instant la plateforme. Et évidemment, elle est en langue anglaise, mais aussi en mandarin. Donc, et tout se fait pour l'instant dans l'univers chinois. Tout le business se fait en mandarin sur cette plateforme. Et côté Inde, juste une anecdote, quand on a racheté Apna Circle, qui est un réseau social, on s'est rapidement aperçu, alors on a connecté les deux plateformes, hein, Apna Circle est devenu Viadeo, mais on a gardé des spécificités. Alors, très clairement, on nous a dit surtout, vous ne touchez pas à l'horoscope. Alors que sur Viadeo, il n'y a pas d'horoscope, mais vous ne touchez pas à l'horoscope parce que les gens en Inde, avant de faire du business, ils consultent leur horoscope. Donc surtout, vous ne touchez pas. Donc voilà, on a gardé certaines spécificités locales en ce qui nous concerne dans ces pays-là. Pas plus, effectivement. Je dirais le social media très naturel aux États-Unis, c'est-à-dire conversationnel et commercial. En France, on a un peu du mal à basculer sur la partie commerciale vu qu'on commence déjà sur la partie relationnelle et conversationnelle et que les marques osent peu parler de couponing sur les pages Facebook alors que c'est la raison numéro 1 aux États-Unis de devenir fan d'une page de marque. Moi, j'aurais juste dire aussi qu'il y a une espèce d'injustice parce que voilà, on est aux États-Unis. Alors, il y a l'Asie bien sûr, mais pour tout ce qui est mobile. Mais aux États-Unis, il y a Foursquare, il y a GoWalla, il y a tout le monde qui est là. Ce sont des gens qui sont accessibles pour les agences et pour les marques. Quand on est en France, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Déjà, Facebook, j'en parlais, c'est pas facile. Et donc, si vous voulez avoir votre badge Foursquare, vous pouvez courir. Hein, vous n'êtes pas Starbucks. Vuitton a réussi, donc grand chapeau à Louis Vuitton. Mais donc, oui, il y a peut-être une forme de conservatisme, mais il y a aussi une forme d'injustice sur les outils qui sont disponibles. Et l'accès, on parle de start-up de 15 personnes qui sont absolument inaccessibles et qui ont un truc génial, c'est qu'elles se fichent complètement des revenus. Donc, à partir de là, pour essayer de les convaincre de les payer pour faire un badge, c'est pas gagné.
Monsieur. Je voulais juste confirmer, enfin, ou en tout cas apporter une information sur peut-être les différences entre les Américains et les Français sur certains marchés. J'évolue dans la com de l'industrie pharmaceutique. Et c'est fondamentalement différent entre les Américains, enfin le marché américain et le marché français. On peut faire certainement, on fait du social media, j'imagine, aux États-Unis, parce que le B2C est autorisé, on peut parler aux patients, or c'est complètement interdit en France. Pour le moment. Et dans certaines formes directes, parler d'un médicament à un patient, c'est complètement interdit. Alors la question que j'avais par ailleurs, c'est est-ce que vous avez, ou peut-être plus TBWA, est-ce que vous avez des expériences avec des labos français dans le social media et quels sont... moi, je rencontre des gens qui sont... l'industrie pharmaceutique est un marché déjà assez... très particulier, avec des gens qui sont très frileux, qui ont peur du retour de bâton et du juridique, enfin de la plainte du patient. On voit déjà l'effet Mediator. Qu'aurait donné un Mediator avec un réseau social institutionnalisé déjà depuis de nombreuses années? Est-ce que ça aurait été pire que ça n'est? Est-ce que ça aurait été mieux? Après, il y a une logistique Servier qui est la sienne. Alors, avez-vous des opportunités? Est-ce que vous croyez au marché du réseau social dans l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence, en France? Alors, on a lancé, certains le savent ici, une offre qui s'appelle Smart Social Milliards, qui effectivement travaille en ce moment avec des labos, mais qui n'a pas encore sorti grand-chose dont je puisse parler ici. Je pense qu'effectivement, il y a des marchés, l'énergie nucléaire, les laboratoires pharmaceutiques, etc., où ça va venir nettement plus lentement. Et donc cette capacité de lâcher prise, de transparence, de temps réel va venir plus lentement. À l'inverse, en ce moment, ce qui cartonne chez les labos, ce sont les systèmes d'auto-formation, et des applications qui permettent de court-circuiter complètement les anciens systèmes de visite médicale, etc., et qui permettent d'avoir un rapport qualité-prix de la formation qui est juste hallucinant. Donc en ce moment, là, on se développe énormément sur ça, juste pour vous dire, si vous n'y êtes pas, allez-y, parce que c'est quand même une source d'économie hallucinante. Donc on voit comment les nouvelles technologies créent des courts-circuits énormes dans des business models. Mais sur le social media de temps réel, moi, je prends le pari que le laboratoire courageux qui ira le premier gagnera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Internet n'existait pas, mais Michel-Édouard Leclerc a mis les pieds dans le plat en son temps. Bon, aujourd'hui, Serge Papin qui le fait à sa manière, mais c'est parce que des gens osent casser les conventions, je dirais disrupter. Oui. Non, je suis d'accord sur le constat, je dis juste, je voudrais pas qu'on termine ce constat en disant donc il ne faut rien faire parce que le cas est désespéré, alors qu'au fond, je défendrai assez facilement la thèse avec votre laboratoire, avec un autre, que celui qui osera, un peu comme April dans l'assurance, a créé un modèle un peu différent de beaucoup de compagnies d'assurance, en disant je vais être transparent, je ne vais pas écrire les petites lignes en petit mais en gros, etc. Enfin, donc cette logique-là, je pense que le premier laboratoire qui osera et qui saura tenir la promesse, parce qu'à un moment donné, quand on promet, il faut quand même délivrer, ce qui n'est pas forcément simple, d'une plus grande transparence tout en respectant les réglementations locales, etc., à mon avis, créera une nature de relation qui est pertinente par rapport au sujet, parce que c'est des sujets impliquants qui appellent du questionnement, c'est-à-dire de l'interaction et de la confiance. Donc c'est pour ça que dans les pays où on a le droit d'en parler, les sites de santé, au sens d'information sur la santé, marchent aussi bien. C'est parce qu'il y a vraiment un besoin social, entre guillemets, sur ce sujet. Donc moi j'encouragerais bien un laboratoire à tenter l'aventure, en espérant ne pas le couler à cette occasion. Je voulais juste ajouter un autre point. Il y a tout ce qui est avant l'intervention, tout ce qui va être le monitoring, la veille, les insights, etc. Puisque évidemment, les labos n'ont pas le droit d'adresser la parole, mais les patients ne se privent pas de discuter. Non, moi j'aime bien une initiative Patients Like Us aux États-Unis, qui est un réseau social de patients. Et donc ils se sont structurés entre eux pour évaluer les résultats des médicaments sur eux. C'est pas so what pour les patients.
Et moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, ils échangent des informations sur des maladies orphelines qu'ils ne pourraient pas trouver par ailleurs. Ça crée un tissu social qui est important pour affronter la maladie, pour comparer les effets secondaires. Et il y a des études, ils mènent des études au sein du réseau social qui, d'après ce que j'ai lu, après je n'en suis qu'à lire là-dessus, vont plus vite que tout un tas de protocoles que les laboratoires peuvent mener. Donc peut-être qu'il y a des opérations là-dessus. Mais il va y avoir aussi toute la détection des signes vitaux à travers la transmission de données qui va être sans input de la personne particulier et qui va être fait avec les téléphones portables, les capteurs, etc. Qui va aussi optimiser le partage de données de santé, quoi. Optimiser ou un tout petit mot à Laurent Alias. Je n'ai pas dit, le premier labo pharma qui se lancera sur Facebook gagnera, mais sur les réseaux sociaux. Je pensais quand même plus à Twitter qu'à Facebook. Donc je ne voudrais pas que ceci reste accroché toute ma vie, parce que je ne suis pas sûr que Facebook soit l'endroit le plus adapté pour les laboratoires pharmaceutiques. Oui, non, je pense que pour les laboratoires, Twitter s'impose. Ça s'impose en veille déjà. Il vaut mieux voir le problème arriver vite plutôt que de le voir éclater dans les grands médias au journal de 20 heures. Et ça s'impose parce que c'est une nature d'émission sur laquelle on peut agir en temps réel avec un minimum d'interaction, etc. Donc moi, je pense que pour le coup, il y a peu de freins à être actif sur Twitter par rapport à ces sujets. Facebook aujourd'hui, en particulier Facebook en France, n'est pas dans une logique, à mon avis, entre guillemets, corporate, quoi, pour simplifier. Je ne dis pas que on n'y viendra pas, mais pour le moment, Facebook n'est pas forcément le lieu, me semble-t-il, pertinent pour parler de sujets soit extrêmement sérieux, soit avec une tonalité ou un fond de message très corporate. Maintenant, il peut y avoir des exceptions.